Docteur Kolanska, quand vous avez évoqué la préservation ovocytaire, juste techniquement, en quoi ça consiste? Parce qu'on en parle beaucoup, on a l'impression que c'est la solution à tout. Maintenant, on va pouvoir préserver ses ovocytes et puis on verra ça plus tard. Comment ça se passe et quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc, c'est effectivement une bonne solution pour un certain nombre de femmes. Ça permet de prélever les ovocytes, les congeler et éventuellement pouvoir les décongeler si jamais il n'y a pas d'autre solution. C'est un peu la dernière solution avant le passage au don d'ovocytes, finalement. Si on voit une patiente suffisamment tôt, avec une bonne réserve ovarienne, avec une bonne qualité ovocytaire, on peut envisager toujours une FIV. Par contre, si cette réserve ovarienne n'est plus suffisante et on a pu conserver les ovocytes avant, on peut les décongeler, mettre en fécondation et voir si ça donne des embryons. Ce qui est très très important de savoir, c'est que l'utilisation de ces ovocytes dépend de la prévalence de l'infertilité. Donc encore une fois, chez une population toute venante, l'utilisation est de l'ordre de 10 à 15%, ce qui rejoint l'infertilité dans la population générale. Et donc chez les femmes qui ont de l'endométriose, cette utilisation probablement va être un tout petit peu plus grande. À jour d'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul parce que c'est quand même une technique qui est utilisée depuis assez peu. Et donc même dans les pays où c'était très très fréquemment utilisé, on n'a pas beaucoup d'utilisation. En tout cas, on a l'impression que c'est pas une méthode qui est donc elle est loin d'être 100% efficace parce que parmi les femmes qui vont venir pour utiliser leurs ovocytes, il y a uniquement 35% de femmes qui ont réellement un enfant avec la préservation de fertilité. Et donc c'est quelque chose qui est assez lourd en termes de traitement, parce qu'on a en face de nous une femme qui n'a pas de problème de fertilité au moment où on la voit, parce qu'on ne sait pas du tout si elle est fertile ou infertile. Et en fait, on va lui imposer les mêmes traitements qu'il y a une patiente qui va faire une FIV. Donc en fait, c'est des piqûres qu'elle va faire pendant une quinzaine de jours, avec des surveillances échographiques tous les 2-3 jours, la deuxième semaine de piqûre, et une ponction ovocytaire par voie vaginale avec une sonde échographique au bout de laquelle on a une aiguille. On va aller chercher les ovocytes dans les follicules et on va les mettre au laboratoire. Et au laboratoire, les ovocytes vont être congelés. Et donc les chances de réussite de cette préservation de fertilité dépendent beaucoup du nombre d'ovocytes qu'on va avoir et de la qualité de ces ovocytes. Meilleure est la réserve ovarienne et plus on aura d'ovocytes, donc plus de chances d'avoir un bébé avec la préservation de fertilité. Et là justement, effectivement, on avait parlé d'effet âge. Je sais que dans le monde actuel, c'est très très difficile d'entendre parce qu'on veut construire une famille effectivement avec un homme avec qui on veut passer la vie, etc. C'est très très difficile, mais cette horloge biologique, malheureusement, un jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le dépasser. Et donc effectivement, si on fait la préservation de fertilité suffisamment tôt, avant 35 ans, ça a plus de chances de réussir qu'après 35 ans. Donc le message, effectivement, c'est de le faire tôt, mais en même temps de le faire avec un vrai projet, en fait. Parce que c'est effectivement un parcours qui est pas forcément évident, médicalement parlant. Oui, absolument. Et donc, il y a aussi un message très, très important à faire. C'est pas parce qu'on a, encore une fois, de l'endométriose qu'on est infertile. Vraiment, c'est un message très, très important. Et donc, je suis assez frappée par les femmes que je reçois en consultation qui me disent je suis obligée de faire la préservation de fertilité parce que j'ai de l'endométriose. Alors, il ne faut pas le prendre de cette manière-là. On a une très, très grande chance de pouvoir faire cette préservation de fertilité en France qui est remboursée à 100%. Effectivement, si on l'a fait encore une fois suffisamment tôt, elle a des fortes chances de réussir. Il y a d'autres solutions. On n'est jamais obligé à choisir qu'une seule solution. Il y a toujours plein d'autres solutions. On peut ne pas la faire et voir si la grossesse surviendra naturellement, voire faire un don d'ovocytes si jamais la FIV n'est plus possible au moment où on souhaite avoir un bébé, ou éventuellement faire les démarches. Donc c'est pas pour promouvoir, mais il faut savoir qu'il existe aussi les démarches femmes solo pour les femmes qui n'ont pas de projet en couple, qui se retrouvent sans partenaire. Elles peuvent aussi faire les démarches solo. Donc il y a plein d'autres solutions à notre disposition à jour d'aujourd'hui. Il faut pas se dire qu'on n'a pas le choix en fait. On a un peu tendance à automatiser comme ça les choses. Endométriose, problème de fertilité, préservation ovocytaire et FIV. Il y a une espèce de
effectivement, il faut le rappeler, c'est plus de la moitié des femmes qui ont de l'endométriose qui ont un enfant naturellement. Bien donc, sûr. donc c'est important aussi de... Par contre, effectivement, ce parcours, il est très important parce que ça permet de voir ces femmes et les informer de ce qui est possible à faire et leur donner le choix, tout le panel de ce qu'elles peuvent faire. Juste pour rebondir quand même sur tout ce qu'on a parlé sur la fertilité. Parce que là, on a beaucoup parlé d'assistance médicale. On a parlé d'infertilité liée à l'endométriose. Mais juste pour remettre dans le cadre, pour avoir une grossesse spontanée, on a besoin d'un ovocyte de bonne qualité qui ovule spontanément et des spermatozoïdes de bonne qualité, déjà. Après, pour que la rencontre se fasse, il faut qu'il y ait des trompes perméables. C'est-à-dire que la fécondation, quand le spermatozoïde rentre dans l'ovocyte, ça se fait en fait dans la trompe. Il y a l'ovocyte qui part de l'ovaire, le spermatozoïde qui parcourt le vagin puis l'utérus. Et donc, il faut des trompes perméables. Et en plus, il faut autour un climat non inflammatoire. Et donc, c'est là-dedans qu'il y a une place aussi donc, pour la chirurgie d'infertilité, notamment pour améliorer parfois la qualité pas ovocytaire, mais d'ovulation en diminuant l'inflammation locale sur l'ovaire quand, par exemple, il y a une grosse lésion kystique d'endométriose qu'on appelle donc endométriome. Alors maintenant, on évite de faire des kystectomies, c'est-à-dire d'enlever le kyste, mais on utilise des techniques où on vaporise le kyste, enfin la paroi du kyste, où on alcoolise. Il faut rétablir la perméabilité tubaire qui, du fait de l'endométriose, du fait de l'inflammation, je vous ai expliqué que ça crée des cicatrices et donc des adhérences et des accolements. Et donc si les trompes sont bouchées, on peut les rendre plus perméables. Alors ça marche d'autant mieux qu'on arrive précocement dans la maladie. Mais ça peut marcher également. Et après, pour la qualité endométriale de l'endomètre, donc qui va accueillir l'œuf, c'est un petit peu plus compliqué, mais probablement en diminuant l'inflammation locale, on arrive à améliorer cette qualité-là, mais on n'y arrive pas toujours. Voilà. Je voulais juste remettre en perspective les choses, c'est que voilà, l'infertilité dans l'endométriose, il n'y a pas que l'assistance médicale, il y a aussi une place déjà pour la chirurgie, juste, je ne parle pas des douleurs, mais juste des fois pour améliorer les conditions locales qui peuvent amener à une grossesse spontanée derrière. Et quand, au bout d'un certain délai assez court, 3-6 mois, ça ne marche pas, après on bascule en AMP. Alors on a vu tout à l'heure avec vous, Nancy, que malheureusement le diagnostic avait été fait au moment d'un désir d'enfant qui n'arrivait pas. Cette notion de diagnostic précoce, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, et de toute façon, de façon générale, qu'un diagnostic doit être fait le plus précocement possible. Mais docteur Kolanska, qu'est-ce que ça permet de faire ce diagnostic précoce ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper au maximum ? À jour d'aujourd'hui, on sait que l'endométriose expose à un risque d'environ 40% d'infertilité, comparé à 10 à 15% dans la population générale. Donc les femmes qui ont de l'endométriose ont un petit surrisque d'être infertile et de devoir être prise en charge en PMA. Et à partir du moment où on a posé le diagnostic d'endométriose, on sait que dans ce cas-là, on ne va pas laisser à cette femme 1 an d'essai de grossesse. On va plutôt se dire qu'on attend 6 mois et on va commencer à entamer les démarches de préparation pour une FIV, parce que la préparation d'une FIV, ça dure 3 à 6 mois. On ne voit pas une patiente en consultation et elle sort avec une ordonnance de traitement. Il faut qu'elle complète des examens, etc. Donc effectivement, aux femmes qui ont de l'endométriose, on va laisser un tout petit peu moins de temps avant de commencer à compléter le bilan d'infertilité. Et donc, le bilan d'infertilité va concerner et l'homme et la femme. Par contre, ce qu'il faut se dire aussi, que malgré tout, les 60% de femmes avec l'endométriose seront enceintes naturellement. Donc ne paniquons pas, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête, parce qu'il y a très très souvent des jeunes femmes qu'on va voir en consultation qui vont arriver chez nous toutes paniquées parce qu'on leur a dit qu'elles n'auront jamais d'enfants naturellement. Encore une fois, il n'y a absolument aucun moyen de prédire qui aura, qui n'aura pas. Et parmi celles qui n'auront pas naturellement, la prise en charge en PMA marche très bien si on les prend en charge suffisamment tôt. Avant 35 ans,
En général, il faut se dire qu'on arrive à avoir un bébé en PMA. Par contre, effectivement, le facteur de temps, de l'âge, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, la question de la qualité ovocytaire, réserve ovarienne, effectivement, devient très très important après 35 ans et 40 ans. Il faut vraiment qu'on arrive à passer le message que même pour une femme qui n'a pas d'endométriose après 40 ans, la PMA ne marche quasiment pas. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ce qui est dur, quand on entend souvent les témoignages aussi, c'est ces jeunes femmes qui consultent, qui sont diagnostiquées et à qui on dit bon bah maintenant, on sait que l'horloge biologique elle tourne pour toutes les femmes, mais qu'on leur dit maintenant il faudrait faire des enfants avant 30 ans. Et on en avait parlé, on se disait certes c'est le bon message en termes de contenu parce que c'est vrai, c'est la réalité, l'horloge biologique elle est là. En revanche, dans la façon de faire passer le message, c'est important aussi d'accompagner ça. C'est, j'allais dire, avec beaucoup de bonnes intentions que les professionnels de santé passent ce message, mais ça peut être difficile à entendre pour une jeune femme qui n'est pas du tout dans cette histoire-là et dans ce projet-là. Bien sûr. Et donc, de plus en plus, maintenant, on propose aux femmes qui ont un diagnostic d'endométriose de faire une préservation de fertilité. Alors, attention, la préservation de fertilité, il faut la faire au bon moment. Donc, c'est pas chez une jeune femme de 22 ans qui n'a absolument pas du tout l'idée si elle veut avoir un bébé un jour ou pas. Il faut savoir que le pic de fertilité est autour de 30 ans. Donc, en fait, une femme qui n'a pas de projet de grossesse à l'âge de 30, 32 ans et qui sait qu'il n'aura pas de projet de grossesse probablement dans les 2-3 années à venir, c'est peut-être le bon moment pour se poser la question de préservation de fertilité sans paniquer non plus. C'est pas vraiment, c'est pas quelque chose à 1 mois ou 3 mois près. C'est quelque chose qui se prend en charge. La réserve ovarienne reste stable souvent pendant des années et elle commence franchement à baisser après 35 ans et donc vraiment chute après 40 ans. Donc globalement, c'est bien de prendre en charge pour la préservation de fertilité des jeunes femmes entre 30-35 ans et plus on avance en âge et moins on a de chances de récupérer suffisamment d'ovocytes de bonne qualité. Et donc c'est pour ça, effectivement, ça a de l'intérêt de discuter de la préservation de fertilité en cas d'absence de projet de grossesse. Merci. Nancy, comment ça s'est passé vous concernant ? Je ne sais pas, on m'entend ? Ouais. Alors, lorsque j'ai commencé, j'ai voulu entamer la PMA, c'est posé la question de savoir si on allait m'opérer ou pas pour augmenter éventuellement mes chances de grossesse. Et donc les médecins qui se connaissaient se sont concertés et ils ont décidé, au vu des résultats de mon bilan de fertilité, que dans mon cas, c'était mieux de ne pas m'opérer parce que j'avais une atteinte ovarienne et aussi profonde et ça aurait pu détériorer davantage mes ovaires et ma réserve ovarienne était déjà basse. Donc, on a décidé de ne pas m'opérer. Et au vu des résultats, la gynécologue qui me suivait en PMA m'a indiqué que certainement juste la PMA simple avec les stimulations ne suffirait pas et qu'il fallait probablement entamer une FIV. Elle m'a laissé le temps de ma réflexion, donc j'en ai parlé avec mon conjoint de l'époque. Et on s'est dit autant aller directement vers la FIV pour essayer de gagner du temps. Et donc j'ai entamé la PMA et la FIV fin 2020, début 2021. Et c'est vrai que c'est un peu bouleversant parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On se met un peu en mode robot. Et on enchaîne les rendez-vous médicaux. Et c'est aussi le fait que parfois le jargon médical n'est pas très simple à comprendre et les examens sont rapides. Donc on n'a pas toutes les réponses qu'on aimerait avoir, on n'ose pas aussi poser les questions qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut vraiment, le conseil que j'ai à donner, c'est de vraiment préparer ces examens médicaux et ces consultations avec votre gynécologue en amont, en notant les questions que vous avez pour vraiment lui poser et ne pas oublier après parce qu'on est tellement pris dans le rendez-vous et dans toutes les choses qu'il faut retenir que parfois on oublie et quand on ressort, mince, j'ai oublié de lui demander ça, que ça peut être... soit sur vraiment les médicaments qu'on a à prendre ou sur toute autre chose, sur les effets secondaires aussi, parce qu'il y en a quand même, pas pour tout le monde, mais il peut y en avoir. Donc c'est vraiment important de préparer ces rendez-vous-là.
Merci. Alors, docteur Niro, justement, pour apporter un éclairage sur ce que vient d'expliquer Nancy, ce fameux on a décidé de ne pas m'opérer parce qu'on pensait que c'était mieux et il y avait plus de risques à opérer qu'à ne pas opérer. Est-ce que vous pouvez justement nous éclairer un peu sur comment se prennent les décisions, parce qu'on a un médecin en face de soi, en général son gynécologue, et comment ça se passe, comment se prennent les décisions et se font les schémas thérapeutiques? Alors, c'est pour ça que je fais juste un petit recul en arrière. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est qu'il a été décidé de faire des filières sur l'endométriose. Des filières, c'est une organisation territoriale pour rediriger les gens vers justement le bilan de la maladie. C'est-à-dire, on a parlé de l'imagerie qui est effectivement indispensable, l'examen clinique, le bilan de fertilité, évidemment quand il y a une infertilité, en tout cas un désir de grossesse. Une fois qu'on a constitué ce bilan, donc imagerie, dosages hormonaux, examen clinique, voilà, pour résumer, on va regarder quelle est la situation. Évidemment, une chose centrale, vous l'avez bien compris, c'est l'âge, dans le désir de grossesse, et évidemment, quelles sont les attentes de la patiente. C'est-à-dire qu'on va essayer de choisir une stratégie pour arriver au désir, donc là on parle d'infertilité, donc un désir de grossesse, et éventuellement ce désir de grossesse, s'il est au premier plan avec une symptomatologie qui sera plutôt modérée, donc qui va passer au deuxième plan. Et donc, du coup, on va faire ce qu'on appelle, nous, une concertation pluridisciplinaire où on va se parler entre chirurgiens, entre médecins d'infertilité, entre radiologues, et également, des fois, tout ce qui est un soin de support, également les psychologues, pour voir où en est le couple et décider d'une stratégie. Souvent, on commence en cas de désir de grossesse avec symptomatologie modérée par l'assistance médicale. L'assistance médicale, on l'a vu, ça peut être une simple stimulation de l'ovulation, mais évidemment, ça va souvent, dans le cas de l'endométriose profonde, à la fécondation in vitro. Il faut avoir bien conscience que la fécondation in vitro, comme l'expliquait Camilla, c'est très médical. On sort d'un certain romantisme. C'est vraiment très médical, des rendez-vous, des examens, un timing, une ponction d'ovocytes, un recueil de spermatozoïdes, tout ça dans un tube, puis après un retransfert. En ce qui concerne des situations où il y a un fort désir de grossesse, mais une invalidité liée à des douleurs, donc du coup une invalidité qui va passer au premier plan, à ce moment-là, on va partir plutôt vers une chirurgie première. C'est-à-dire qu'il faut quand même soulager les gens. Et le problème des traitements hormonaux qui pourraient soulager les gens, c'est qu'on ne peut pas faire de grossesse sous traitement hormonal. Alors après, il existe des fois des combinaisons où on fait un traitement médical très fort et on va stimuler doucement pour la fécondation in vitro. Mais tout ça pour vous dire que, en gros, en fonction de la situation, on va attaquer par un flanc de montagne différent. Et c'est pas parce qu'on a choisi une stratégie qu'il n'est pas possible de repasser à l'autre. C'est-à-dire, sur une endométriose très sévère, pour laquelle il y a une atteinte, on va dire, notamment des ovaires, mais une atteinte du tube digestif, pour laquelle on va se dire, bon, le geste chirurgical risque d'être lourd, et du coup, on risque de perdre du temps, le temps de la convalescence chirurgicale. Donc, on va choisir l'option plutôt de faire une FIV première. Mais en cas de 2 essais infructueux de FIV, on se repose la question de se dire, est-ce qu'on continue sur cette voie-là, ou peut-être que ça ne marche pas parce que l'endométriose bloque trop, et donc c'est finalement une bonne indication opératoire, et qui va se justifier d'autant plus qu'on aura fait l'échec. C'est-à-dire que lorsqu'on discute avec les couples, ils comprennent d'autant mieux qu'on va à cette chirurgie un petit peu compliquée que la FIV n'a pas marché avant.
Donc en fait, cette notion de stratégie est vraiment importante et de collaboration. Encore une fois, ce qu'on ne voit pas toujours, c'est ces fameuses RCP dont on entend parler, ces concertations pluridisciplinaires et la collaboration avec le couple. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail d'équipe en fait. Voilà. Je pense dans les messages, c'est cette notion de travail d'équipe et de besoin de confiance aussi dans le professionnel de santé. Et ça n'a quelquefois rien à voir avec les compétences. C'est une question de feeling aussi et de cette confiance qui s'établit. Mais c'est important de mettre en place ce partenariat pour se donner toutes les chances, si on veut résumer un petit peu les choses. Sophie Younes, là on est en train de rentrer dans cette partie où on a du mal à avoir cette procréation naturelle, on va rentrer plutôt dans un parcours de préservation et après potentiellement d'assistance médicale à la procréation. Là encore, la dimension psychologique, elle est importante parce que c'est un parcours qui est pas évident et il faut aussi, vous disiez, prendre soin de soi et encore plus prendre soin de soi et clarifier ses projets aussi dans ces moments-là. Pour moi, c'est même avant le projet éventuel de grossesse. C'est-à-dire que l'endométriose arrive. Pour moi, une des choses essentielles lorsque psychiquement on se sent agité à cause de ça, anxieuse, inquiète, et que les symptômes sont importants, particulièrement la douleur, il ne faut pas trop tarder pour prendre une sorte de positionnement face à la maladie, face à la douleur, face à l'endométriose. Elle ne doit pas prendre toute la place. Donc, qu'est-ce qu'on met à côté ? Et ça, c'est très tôt qu'il faut le faire. C'est-à-dire que c'est mieux de le faire assez tôt, dès qu'on a le diagnostic, plutôt que de le faire seulement parce qu'on va rentrer en PMA. Parce que finalement, le rapport au corps, quand le rapport au corps est altéré et que la femme parle d'un corps un peu vécu comme un ennemi, c'est tout de suite qu'il faut aller rencontrer le corps qui n'est pas l'ennemi. Alors où est-il ce corps ? Il va falloir le chercher et le trouver. Il se trouve que, de manière intéressante, un des traitements de la douleur, c'est la mise en mouvement. Il faut bouger. Alors, il faut bouger de manière soft pour pas se faire mal. Mais la mise en mouvement est un des moyens de retrouver son corps, de se reconnecter à lui, de voir à quel moment c'est agréable d'être en mouvement et, par exemple, de profiter aussi des moments où on n'est pas fatigué pour se mettre en mouvement. Donc là, il y a déjà quelque chose qui se construit bien avant et qui va permettre d'arriver aussi à la grossesse naturelle, avant la PMA, dans un état où il y a eu réconciliation. La femme a souffert à l'endroit même où elle doit porter un enfant. Donc, il va falloir prendre soin de son utérus et développer quelque chose. Alors là, il y a beaucoup de choses qui... Alors, on peut faire ça en entretien avec un psy, mais pour moi, il faut à la fois parler de ce qu'on ressent quand on est psychologiquement... touché et qu'on sent qu'on a besoin de parler, il faut parler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Il va falloir aller rencontrer le corps. Donc là, c'est la place que peut prendre une activité psychocorporelle, que ça soit de la danse-thérapie, que ça soit de la sophrologie, que ce soit du yoga, que ce soit toutes ces pratiques qui maintenant sont très, très, très recommandées pour à la fois générer de l'énergie, mais aussi générer parfois de la détente, quand ce sont des pratiques qui permettent de se détendre. Et on sait aussi que des entretiens thérapeutiques avec un psy, même si c'est pas une psychothérapie, parfois 3 entretiens, ça débloque des choses et ça permet de se positionner. On dit on dit j'en suis là, on a quelqu'un en face qui répond et qui connaît la maladie, tant qu'à faire. En l'occurrence, un psychologue qui s'intéresse à la question de la santé physique. Et là, il se passe des choses et on arrive à ce moment-là, au moment où ça se complexifie parce que la grossesse naturelle ne vient pas, on arrive avec une situation, on va dire, psychique et corporelle qui s'est harmonisée pendant la période qui a suivi le diagnostic et toutes ces douleurs, en plus, quand il y a eu en plus l'errance diagnostique.